urgent de faire rentrer cette question de la pénurie, des restrictions, de la limitation des ressources dans le débat public, dans le débat démocratique, et qu'on anticipe, parce que sinon on se met à prendre des décisions qui sont des décisions prises par des préfets, en bout de chaîne, par l'administration, et qui sont injustes. Mais ce qu'on oppose toujours, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire en disant, en fait, non, on ne peut pas faire ça, donc en fait, il faut que ce soit acceptable, donc il faut qu'on prenne du temps pour l'organiser. C'est aussi l'esprit démocratique. Et c'est aussi, ça bouscule trop la vie des gens pour qu'on puisse le mettre en place tout de suite. C'est souvent ça l'argument qui est dit, au fait de prendre des décisions trop rapides en matière écologique. En fait, si on ne les anticipe pas maintenant, et justement, en se permettant ce temps démocratique, on sera obligé de le faire, quoi qu'il arrive, parce qu'on manquera d'eau. Et alors, elles sont absolument antidémocratiques. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand même, quand on prend des décisions à la hâte, elles arrangent plutôt l'ordre établi, puisque c'est elle qui les prend. Et donc, évidemment, qu'ils vont prendre des décisions qui iront dans leur sens. On se rappelle quand même juste, c'est l'été dernier, la blague, où on avait en pleine canicule, une première ministre qui disait aux détenteurs de jets privés, s'il vous plaît, peut-être est-ce que vous pourriez prendre un petit peu moins votre jet. Donc voilà, à l'inverse, on peut avoir des restrictions extrêmement fortes sur d'autres sujets de la part des populations. On se rappelle évidemment des gilets jaunes. Un dernier exemple, on a aujourd'hui on sait que les énergies fossiles sont extrêmement polluantes. D'un côté, on veut taxer le carburant, des personnes qui habitent en banlieue qui vont ensuite prendre leur voiture pour travailler parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le kérosène, c'est une niche fiscale. Voilà, c'est 3,5 milliards d'euros d'argent public en cadeau par an aux ultra-riches. C'est-à-dire que mettre 1 litre d'essence dans son jet privé, pour Bernard Arnault, ça lui coûte moins cher que de mettre 1 litre d'essence dans une voiture. Donc c'est un choix politique et il s'agit de les changer. On a encore vu là, avec le Festival de Cannes, des militants qui avaient essayé de bloquer les jets privés. Il y a des choses là, justement, qui sont vraiment symboliques de ce mode de vie insoutenable des Occidentaux, qu'il faut interdire là de suite, et qui sont aussi des sujets un peu tabous du côté du gouvernement. Bah oui, écoutez, il y a eu, franchement, est-ce qu'on en a besoin? Enfin, j'ai même pas envie de faire une réponse intelligente là-dessus, honnêtement. Non mais honnêtement, est-ce qu'on a besoin? Le monde crame, enfin, pardon de revenir sur les bases, des gens qui manquent d'eau, des gens qui meurent, des règlements climatiques, dans d'atroces souffrances, enfin, et on est là à se dire, quand même, est-ce qu'on pourrait interdire les 100, je sais même pas si c'est 100 personnes en France qui prennent des jets privés, en réalité, il y en a qui font ça pour une demi-heure, parce qu'ils peuvent pas prendre le train comme tout le monde. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on a la question du bien commun, de l'intérêt général. On s'en est totalement extrait dans le débat public et politique et on a agité comme ça un État faible qui aurait peur de prendre des grandes mesures parce qu'alors ce serait liberticide, parce qu'alors ce serait pas acceptable. Mais vivre en société, vivre en démocratie, c'est accepter certaines règles. Je peux pas, si je sors dehors, je peux pas tuer quelqu'un comme ça dans la rue sans conséquence. Et tant mieux, ça veut dire que quand je sors dehors, j'ai un peu moins peur parce que je sais que il y a un état de droit qui encadre le fait qu'on habite ensemble. Peut-être que dans l'état de droit, on devrait faire entrer le fait que condamner la vie sur Terre, et bien précisément, c'est un écocide, ça doit être puni. Comment c'est possible dans le contexte actuel? Parlons spécifiquement de la France, puisque on a un ministre de l'Intérieur qui parle d'éco-terroristes, et puis vous dites dans votre livre, partout, l'État criminalise et combat ceux et celles qui luttent pour le climat. C'est-à-dire que la désobéissance, y compris la désobéissance civile, devient techniquement très compliqué parce que ça peut vouloir dire aller en garde à vue, être arrêté, perdre un œil dans certains cas. Et on parle de la France, on ne parle pas d'autres pays là. Voilà. Donc comment d'abord, qu'est-ce que tout ça vous inspire et comment on arrive à quand même dire aux gens venez avec nous dans les actions pour mettre vos corps en action justement contre ces gouvernants? Sur ça, rappelez-vous qu'on est formé, on ne s'improvise pas comme ça dans une désobéissance civile. Là, on va bloquer l'Assemblée Générale de Total Energy cette semaine. Il y a des inscriptions qui ont été faites des mois en avance. Les personnes décident de quel niveau ils ont envie de prendre de légalité ou d'illégalité aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux face à la police. On se rappelle que quand on est noir, quand on est blanc, quand on est une femme, quand on est précaire ou non, quand on fait partie d'une minorité, quand on est homosexuel, on n'est pas du tout égal face à la manière dont la police aujourd'hui nous traite. Donc on peut décider vraiment, c'est très important que ces personnes-là prennent uniquement le risque qu'ils ont envie, qu'ils sont prêts à encourir. En revanche, donc on est formé à ça. Non, c'est pas un truc rock'n'roll où d'un coup tout s'enflamme et voilà, c'est stratégique, on s'y entraîne, on est préparé, il y a des avocats qui backent, etc. Sur la question, en revanche, de ce glissement, je trouve que c'est extrêmement grave parce que c'est un glissement qui n'est pas nouveau, mais qui existe où le monopole prétendu de la violence légitime de l'État, qui
pour moi, dans un régime démocratique, c'est ce qui est censé encadrer la dispute, le dissensus. C'est le régime qui, précisément, permet qu'on ne soit pas d'accord et que l'issue ne soit pas la violence, mais ce soit le débat démocratique, soit le rapport de force. L'appareil de l'État est censé encadrer ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils défendent des intérêts privés. Ils n'ont plus du tout cette posture neutre. On se rappelle quand même à Sainte-Soline qu'il y a eu 5 millions d'euros d'appareils policiers qui ont été déployés pour protéger un trou dans un champ qui vaut 1 million d'euros. C'est hallucinant. Moi, j'étais à Lutzerat, en Allemagne, sur la plus grande mine de charbon à ciel ouvert. Les camions de police qui étaient là pour protéger cette mine étaient des camions de l'industrie fossile, de RWE, qui est l'équivalent de Total Energy. Donc, vous voyez ce glissement extrêmement grave de la défense des intérêts privés, coûte que coûte, qui n'est plus du tout l'encadrement de la démocratie. Et est-ce que, quand Gérald Darmanin, du coup, parle d'éco-terroristes, donc ça concerne des gens comme vous, puis d'autres, comment vous accueillez ça, Camille Etienne, 24 ans, éco-terroriste, comment vous accueillez ça? Je trouve que, particulièrement dans notre pays, avec l'histoire et les mémoires collectives qu'on a liées au terrorisme, c'est d'une indécence, mais la plus totale. Et puis, au-delà de l'aspect immoral de ces paroles, on peut regarder ce que dit le droit. Et le droit français, en rien, ce qu'on fait ne peut être comparé à du terrorisme et même à la violence. C'est-à-dire qu'il avait utilisé la question de la violence au début contre le sabotage. Donc, le sabotage, c'est du vandalisme. On peut être pour ou contre le vandalisme, très bien. Je crois que le sabotage peut être un outil de la lutte, à mon sens. En revanche, ce n'était pas de la violence contre des personnes. Donc, il ferait bien de réviser son droit français. Justement, là, vous parlez pas mal de questions de violence. J'ai l'impression, dans le mouvement écologiste, en tout cas, il y a une espèce de rapport très mythifié à la non-violence. Est-ce que c'est pas une impasse politique, justement, quand on voit justement la réponse du gouvernement face à des mobilisations comme Sainte-Soline, quand on a vu aussi l'inefficience, l'air de rien, des grandes marches pour le climat auxquelles vous avez participé aussi, mais de l'autre côté, on voit très bien l'efficacité de grands mouvements qui arrivent à saboter des méga-bassines. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de logiciel à faire vis-à-vis, est-ce que le mouvement écolo ne doit pas revoir sa position vis-à-vis de ce qu'on appelle la violence ou pas, ou ce qu'on appelle aussi le monopole de la violence du côté de frapper la porte du capitaine. Comment on la frappe? Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose comme le mouvement écolo. Je crois que c'est des débats qui animent beaucoup le mouvement écolo. Au contraire, et c'est très urgent et important qu'on le fasse, et puis de rappeler en fait quelle violence, c'est-à-dire que tous ceux qui montent comme ça en disant attention, la violence, mais alors dans ce cas, quelle est la violence contre l'État? On voit est quand même prêt à envoyer 2 personnes dans le coma, donc c'est-à-dire à risquer la mort de ses citoyens et ses citoyennes qu'il est censé protéger. Pour moi, c'est encore une fois une différence de nature entre une personne dans une manifestation qui utiliserait de la violence contre la police, qu'on peut condamner. En revanche, ce n'est pas la même chose quand c'est un policier qui revêt l'appareil, le costume de l'État. Il est habillé du costume de l'État. Donc c'est une violence qui devient institutionnelle, qui devient un choix politique, qui n'est plus individualisé. Et ça me semble doublement condamnable. Les soulèvements de la terre, Gérald Darmanin veut les dissoudre. Comment vous positionnez-vous par rapport, vous parlez de soulèvement, vous aussi, par rapport à cette constellation militante, et qu'est-ce que vous pensez de cette menace de dissolution qui, pour l'instant, n'est toujours pas intervenue? Vous avez signé, je crois. J'ai signé l'appel qui le soutenait. Malheureusement, j'étais sur d'autres combats sur les fonds marins au moment des méga-bassines, donc j'aurais adoré être là, même si c'était pas loin d'être une partie de plaisir et que beaucoup de militants et de militantes sont revenus vraiment traumatisés. En tout cas, c'est ceux que je connais. Donc j'ai vraiment juste pu... alors c'est très facile de le faire loin de la mais de manifester mon soutien. Malheureusement, mon livre ça prend du temps un peu à écrire un livre, donc c'est avant que j'avais pensé à ce titre-là. Heureusement, j'avais le temps de la conclusion, donc j'ai pu, dans la conclusion, rendre hommage un petit peu à ce mouvement-là. Et je crois que ce qui est très beau dans le mot soulèvement, c'est l'idée de dire on se tient debout. Et ce qui est intéressant, c'est Rosa Luxembourg qui disait au commencement était l'action. Et c'est vraiment l'idée de se dire ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, alors on se lève. Et ce qui est intéressant, important, c'est l'étincelle, c'est en rien faire un livre programmatique, ni un mouvement programmatique qui dirait voilà, on dit point comment sauver le monde, voilà comment on sait faire. Non, ce qui m'intéressait, c'était de créer cet élan. Et après, heureusement qu'il appartient à chacun et à chacune de s'organiser aussi collectivement pour savoir comment il a envie de se soulever. Vous l'effleurez un peu dans votre livre, mais écoute, des quartiers populaires aussi dans la question climatique. J'ai l'impression que le mouvement climat souffre aussi à partir d'un certain moment, de sa blanchité. On a même l'impression aujourd'hui que l'écologie, c'est devenu un marqueur de classe bourgeois. Comment on peut détricoter ça, se dépêtrer de ça aujourd'hui? D'ailleurs, vous avez parfois cette image, on vous dit dans les plateaux de télé, j'ai écouté pas mal de vos entretiens, c'est parce que vous avez fait Sciences Po, même si vous venez Ça, on l'oublie de le dire dans les plateaux de télé, que je viens absolument pas de ce monde-là. Voilà, on vous dit, vous êtes... vous pouvez incarner l'écologiste bobo.
c'est pas ce que je suis, mais c'est pas très grave. Les procès en bourgeoisie existent depuis longtemps. Ouais. En revanche, je crois que c'est parce que c'est l'image qu'on présente, mais c'est absolument pas l'image ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas la réalité. Là, il y a un jeune homme qui s'appelle Ferris qui a lancé quelque chose qui s'appelle Banlieue Climat, qui justement fait un travail énorme pour s'organiser. Il y a Vert Dragon aussi à Bagnolet, avec Elodie Nas, qui ont essayé d'organiser justement une maison de l'écologie populaire. Évidemment, Fatima Ouassa, qui est assez impressionnante sur ces sujets-là. Elle a écrit un livre, elle en parle 1000 fois mieux que moi, ça s'appelle Pour une écologie pirate. Et justement, elle dit, mais comment voulez-vous donc que des personnes défendent un territoire quand on leur rappelle sans cesse que ce n'est pas le leur, qu'ils ne sont pas chez eux? Comment voulez-vous défendre un monde alors qu'on vous rappelle que vous n'y appartenez en rien et qu'on attend de vous seulement de le quitter? Donc elle lie vraiment cette question de l'écologie aux classes populaires, en disant il est important qu'on se rappelle que c'est chez nous ici précisément, et que donc reprendre un pouvoir sur ce territoire, c'est aussi potentiellement pouvoir mieux le défendre. Vendredi, là, justement, c'est l'Assemblée Générale de Total Energy. Pourquoi c'est une cible importante pour vous? Parce que quand on a une société qui est addicte à une drogue, on ne va pas seulement essayer d'attraper les quelques-uns qui fument, mais plutôt d'aller s'attaquer aux dealers. Ça me semble assez urgent de le faire. Et je crois que Total est éminemment criminel dans l'urgence climatique dans laquelle on est maintenu, qu'il s'assure qu'on y soit maintenu, et que quand on fait l'effort d'aller regarder historiquement tout ce qu'ils ont fait pour nous maintenir dans ce sentiment d'apathie, ça me semble être une cible non pas anecdotique, mais peut-être la cible principale. BP, qui a à coût de 260 millions d'euros, voilà, British Petroleum, à coût de 260 millions d'euros en 2006, qui a financé la démocratisation de l'empreinte carbone. On peut se dire pourquoi? Parce que précisément, quand on demande à des individus d'être écolos dans une société qui ne le permet pas, où ça a un coût, et bien quand on est les plus précaires, et bien c'est difficile d'être écolo quand on habite en banlieue, d'acheter des fruits et légumes en circuit court, quand on habite en campagne, de ne pas utiliser sa voiture. Et donc on fatigue une population, on l'épuise, et ainsi on s'assure, encore une fois, qu'elle ne s'organise pas collectivement.